Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Baccalauréat 2020, les examens nationaux commenceront demain dans les 4 coins du royaume et ils se tiendront dans des conditions spéciales liées au coronavirus. Et avec le total respect des gestes barrières, plus de 441 000 candidats se pencheront sur ces épreuves cruciales pour leur avenir. Le langage des chiffres à suivre dès le début de ce journal. Après avoir réfuté la semaine dernière les allégations contenues dans le dernier rapport d'Amnesty International, les autorités publiques marocaines appellent cette dernière à apporter les preuves étayant sa teneur. Les développements dans quelques instants. La crise sanitaire que nous traversons a infligé à plusieurs secteurs clés des chiffres au plus bas. Celui de l'immobilier est parmi les premiers à en pâtir. La relance s'annonce très timide. Les professionnels amorcent également doucement cette reprise en attendant des jours bien meilleurs. Comme plusieurs autres activités, le shopping se fait désormais autrement dans les cabines d'essayage ou encore devant les caisses. Chaque petit geste compte. Le port du masque est quant à lui obligatoire. Nous suivons un reportage à Casablanca. Bonsoir à tous. Baccalauréat 2020, les examens nationaux commenceront demain dans les 4 coins du royaume. Pour obtenir le précieux sésame, nos candidats se sont penchés sur les prépas dans des conditions inédites liées bien sûr au coronavirus. Et pour barrer justement la route au virus qui n'est pas encore maîtrisé, les épreuves se tiendront dans le total respect des gestes barrières. À la veille donc de cette date cruciale, retour sur les chiffres clés tout de suite avec Mohamed Elchkar. Près des 3/4 des candidats sont scolarisés, 72% exactement. 28% donc sont libres, soit un peu plus de 122 000 candidats sur un total de 441 238. Les candidats du secteur public dominent, avec 64% du total. Ceux du secteur privé représentent à peine 8%. Et il y a presque autant de candidates que de candidats pour ce baccalauréat 2020. Et il y a un peu plus d'élèves de branches scientifiques et techniques, 57%, que littéraires et de l'enseignement originel, 41%. Au moment où les filières professionnelles totalisent 10 666 candidats. Et cette année encore, une forte augmentation des candidats en section internationale, option français et anglais, plus 75,27%, par rapport à l'année dernière, et un total de 43 781 élèves. Pour les candidats en situation de handicap, ils sont au nombre de 539, répartis en 11 branches. Et justement, à la veille de cette étape très importante que nos candidats s'apprêtent à franchir, nos caméras se sont braquées sur une candidate native de la ville de Taounet. Elle s'appelle Ikram Lrsassi. Cette période inédite a chamboulé ses petites habitudes. Eh bien, pour surmonter le stress des prépas en mode solo, elle a fait du digital son grand allié. Voyons cela avec Ahmed Fadeli et Nisril Hamdawi. Rien n'est plus comme avant pour Ikram, candidate à l'examen du bac, branche sciences expérimentales. Tout le rituel des préparatifs à cette épreuve a changé. Même après le déconfinement, elle sort rarement. Par mesure de précaution, elle préfère continuer à consulter ses amis et ses profs à distance pour récapituler l'ensemble de ses cours. Les révisions en groupe virtuel, une équation loin d'être sans difficulté. Personnellement, je préfère réviser mes cours à l'extérieur avec mes amis au milieu de la nature. Mais vu cette période de crise sanitaire exceptionnelle, j'ai opté pour une préparation à domicile en maintenant le contact avec mes camarades à distance, en dépit de la chaleur qui sévit à la maison. Au stress de l'examen du bac qui s'approche, s'ajoute l'angoisse générée par le Covid-19. Le père de Ikram mesure tout le poids qui pèse sur les épaules de sa fille. Cette année, j'ai remarqué que son état d'esprit est un peu perturbé, principalement à cause de la peur suscitée par le Covid-19.
J'essaie de la réconforter et de la soutenir. Je lui demande de lâcher prise un peu et de penser de façon positive. Et si jamais elle rencontre quelques difficultés, je lui conseille de recourir à ses amis ou à ses profs. Plus que quelques heures séparent Ikram de l'examen du bac. La concentration est à son comble. Cette épreuve, elle tentera de l'appréhender avec sérénité dans ces circonstances exceptionnelles de crise sanitaire. Et nous souhaitons bien sûr beaucoup de courage et de chance à nos candidats. À l'agenda, oui, du Conseil du gouvernement ce jeudi, le dernier rapport d'Amnesty International daté du 22 du mois dernier qui a avancé des allégations qualifiées par le Royaume d'hostiles et d'infondées s'inscrivant dans un agenda visant le Maroc. Les travaux de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement a été également marqué par un exposé du ministre de la Justice sur le plan d'orientation concernant la transformation numérique de la justice. Le Conseil hebdomadaire a tout aussi adopté un projet de loi concernant les dispositions de l'état d'urgence sanitaire et un autre portant création et organisation de la Fondation de promotion des œuvres sociales et des agents et employés du secteur de la pêche maritime. Rappelez-vous, la semaine dernière, les autorités publiques marocaines avaient réfuté catégoriquement les allégations contenues dans le dernier rapport d'Amnesty International. Elles ont appelé cette dernière à apporter les preuves étayant sa teneur. 5 jours plus tard, Amnesty International n'a fourni ni réponse ni preuve. Mohamed Elchkar. Dans sa réponse officielle, le Royaume du Maroc souligne que face aux tergiversations d'Amnesty International, il ne peut que situer le rapport du 22 juin dernier dans son véritable contexte. À savoir que les allégations contenues dans le rapport d'Amnesty International s'inscrivent dans un agenda visant systématiquement, depuis des années déjà, les intérêts du Maroc et œuvrant à sous-estimer les avancées et les acquis du Royaume en matière des droits de l'homme, avancées et acquis reconnus au plan international. Ces allégations mensongères dépassent à présent toutes les limites et reflètent qu'Amnesty International œuvre à agir en tant qu'acteur politique sur la scène politique marocaine en lien avec des partis connus pour la haine qu'elles portent aux institutions nationales marocaines dont elles sont envieuses. Amnesty International tente d'exploiter la situation d'un journaliste marocain stagiaire. Elle prétend que ce journaliste a été victime d'une opération d'espionnage au moment où il fait l'objet en fait d'une enquête judiciaire sur une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État ayant été en contact avec un officier de liaison d'un pays étranger. Aujourd'hui, le Maroc le demande fort et haut, on veut des preuves. S'il y a des accusations, là on n'est pas dans une logique d'appréciation de la situation des droits de l'homme au Maroc. Là on est devant un fait. Une organisation des droits de l'homme dit qu'un téléphone a été piraté. Scientifiquement, on peut tracer ce piratage pour arriver à la source. Si l'organisation, à travers un travail scientifique, est arrivée à la conclusion que ce sont les autorités marocaines qui l'ont fait, le Maroc est prêt et le Maroc défie Amnesty à montrer ses preuves. À les donner au Maroc, on l'a demandé depuis 5 jours, on n'a rien reçu. Et maintenant, on dit à Amnesty, montrez-le au monde. Le Royaume du Maroc réfute les rapports d'Amnesty International qui sont en lien avec un agenda qui n'a rien à voir avec la défense des droits de l'homme en tant que valeur universelle. Et par conséquent, le Royaume du Maroc prendra les mesures nécessaires pour la défense de sa sécurité nationale et pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale au sujet des allégations infondées contenu dans le rapport d'Amnesty International. Mais le Maroc ne restera pas silencieux. Le Maroc n'acceptera pas qu'il y ait une campagne de désinformation, qu'il y ait la mobilisation de supports médiatiques internationaux pour porter atteinte à son image par rapport à une affaire sans fondement et sans preuve scientifique. Le Maroc dialogue avec toutes les ONG internationales, mais le Maroc souhaite que le dialogue ne se fasse pas dans le cadre de l'acharnement et se fasse sur des bases de crédibilité. Or aujourd'hui, Amnesty International entache d'abord sa crédibilité en recourant à ce genre de rapport sans fondement. Le Royaume insiste à ce qu'une réponse officielle lui soit transmise
par Amnesty International qui est tenu de fournir les preuves étayant ces allégations. Covid-19, faisons à présent le point sur l'évolution de l'épidémie. 333 nouveaux cas recensés pendant ces dernières 24 heures. Ce nouveau bilan porte à 12 969 le nombre de contaminations dans le royaume. On dénombre également 64 nouvelles guérisons, soit un taux de guérison, de rémission d'un peu plus de 70%. Le nombre de morts a atteint pour sa part 229, soit un taux de létalité d'1,8%. Et justement, la crise sanitaire liée au coronavirus a amaigri les recettes de plusieurs secteurs clés. Nous allons tout de suite nous intéresser à quelques-uns. Et d'abord, coup de projecteur sur l'immobilier. Après 3 mois de terne bilan financier, les professionnels revoient à présent leurs cartes. Il n'est pas question de rater la relance et surtout l'espoir de rattraper le grand manque à gagner. Les détails tout de suite avec Iman Ablou. Des chantiers suspendus, des emplois perdus. L'immobilier traverse une des situations les plus difficiles de son histoire. Une baisse de 65% du chiffre d'affaires depuis mars et une mise au chômage de 70% des effectifs. La crise induite par la pandémie du coronavirus a grippé tous les rouages du secteur. Durant cette crise, plus de 90% des projets étaient en arrêt, avec un impact négatif sur la main-d'œuvre. L'activité reprend doucement avec la levée progressive du confinement, mais nous sommes bien loin d'une véritable relance. Seuls 30% des chantiers retrouvent une certaine normalité. Pour l'heure, la reprise demeure la principale préoccupation des professionnels du secteur qui se mobilisent autour d'une réflexion pour la relance. Nous avons émis une série de propositions qui prennent en considération la protection du pouvoir d'achat des citoyens. Nous souhaitons qu'il y ait une baisse du taux d'intérêt et la réduction du coût de financement et des mesures adaptées pour allonger les échéances des crédits et emprunts immobiliers à 25 ans. Des efforts devront également se faire en termes de titrisation. Place donc aux mesures de sauvetage. De l'aveu même des promoteurs, la reprise sera lente, avec des déficits qui mettent à mal un secteur qui contribue à hauteur de 14% au PIB et représente 30% des engagements des banques. La crise liée au coronavirus a également impacté les bureaux de change, étant principalement liés au voyage. Les transactions ont été bloquées au point mort depuis le début de l'épidémie. Et là encore, la reprise s'annonce très timide. Les détails avec Boubkar Ben Ghabret. Avec la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, les clients se font rares devant les bureaux de change. Nombreux sont les agences qui ont fermé leurs portes. Aujourd'hui, l'activité tourne au ralenti. La reprise est très difficile. Il nous a été très difficile de travailler durant la période de crise sanitaire. Les frontières fermées, ceci a eu un impact très négatif sur notre activité. Comme vous le savez, nous ne sommes que des intermédiaires financiers et notre marge bénéficiaire est très limitée. Cela varie également en fonction du cours de change. À la différence des banques, nous n'avons pas une diversité de produits. La plupart des tâches effectuées par les cadres et les responsables de l'office d'échange ont été dématérialisées. Et puisqu'on a un système d'information qui est performant, donc le travail est continué selon des conditions normales. Et d'ailleurs, tous les dossiers ont été traités dans des conditions normales. Un brusque ralentissement qui n'a guère empêché certains agents de change de continuer de travailler durant la crise. Une façon d'espérer des jours meilleurs tout en laissant tourner la machine. De nombreux bureaux de change sont restés ouverts durant la période de crise sanitaire, au cas où des clients se présenteraient, ce qui permettrait de recueillir des devises dont avait fortement besoin la Banque centrale en cette période. La pandémie du coronavirus a un impact certain sur les recettes touristiques en devises étrangères. Les recettes voyage cèdent un an près du quart de leur valeur, moins de 24,2%.
Autre secteur qui sort également sévèrement touché par cette crise, celui du textile. Dans le total respect des gestes barrières, les machines sont relancées. Le personnel retrouve le rythme effréné de la production. Mais là encore, la reprise n'est pas si facile. Après 3 mois d'arrêt forcé, les défis sont énormes pour amortir déjà les chocs financiers et puis booster le chiffre d'affaires. À Casablanca, Mohamed Laroui avec Salah Katir. Dès l'apparition de la pandémie de la Covid-19, les opérateurs du secteur du textile et de l'habillement ont reçu des annulations de commandes et plus de 90% des entreprises étaient à l'arrêt total lors de cette crise sanitaire. Et même si l'heure de la reprise avait sonné, les professionnels peinent aujourd'hui à redémarrer et surtout à écouler le stock de la saison précédente. Dans un premier temps, liquider les commandes que nous avions laissées en chaîne au moment du confinement et ensuite pour reprendre une activité normale. Cette reprise n'a pas été du tout facile dans le sens où on n'a pas pu mobiliser l'ensemble du personnel pendant toute cette période, pendant les 2 mois qui se sont écoulés. Bien sûr, nous recherchons de nouveaux clients, c'est notre rôle et il nous faut assurer la continuité de cette entreprise. Pour assurer une reprise dans les meilleures conditions sanitaires possibles, l'entreprise a adopté des mesures de prévention et tout un protocole visant la protection des salariés de la propagation de la Covid-19. On veille à appliquer toutes les recommandations pour éviter toute contamination avec la Covid-19, telle la mise à disposition des salariés de masques et de gel hydroalcoolique ou encore la réduction de l'effectif des employés. Cette unité industrielle qui employait 650 personnes avant la crise sanitaire tourne actuellement avec 150 employés et ce à cause de la distanciation sociale et de la réduction des salariés. Son carnet de commandes, lui, est passé de 100 000 pièces avant la pandémie à 30 000 pièces actuellement. Les couleurs du ciel à présent, préparez-vous à une nouvelle canicule. De fortes chaleurs vont effectivement intéresser jusqu'à samedi plusieurs provinces du royaume. Il fera entre 42 et 46 degrés dans les provinces de Smara, Rachidia, Tata, Taroudan, Zagoura, Boujdour, Oued Dahab également. Et puis les températures vont osciller entre 39 et 42 degrés à Agadir, Idaoutanen, Bni Mellal, Boulmen, Qlat Sragna, Souera, Figuig, فقيه بن صالح كلميم قرسيف جرادة قنيطرة خريبكا مراكش رحمنا et Stade. À quoi ressemble le shopping après le déconfinement? La réponse apporte beaucoup de nouveautés. Les patrons de boutiques et des grandes enseignes également ont dû en tout cas réinventer leur façon de vendre. L'achat se fait aussi autrement et presque jamais sans le port du masque obligatoire, du masque de protection obligatoire. À Casablanca, le reportage est signé Mohamed Laroui, Khalid Esdoun avec le commentaire de Dominique Orlando. Regardez. Les temps ont changé avec l'arrivée du nouveau coronavirus et à bien observer les espaces publics, on a du mal à ne pas rester dubitatif devant tous ces visages masqués que l'on croirait presque surgis d'une fiction nouvelle. C'est pourtant bien la réalité du moment et au cas où certains l'oublieraient, il y a ceux qui sont aussi là pour nous le rappeler avec rigueur et courtoisie. Le port du masque est désormais une exigence sanitaire, ce qui confère à nos habitudes une toute autre façon de faire ses courses et de se présenter à l'autre. انا دابا وليت ديما لو جيل hydroalcoolique ديالي معايا في الصاك لا بافي ديالي quand je rentre في le magasin je me désinfecte les mains vu que tous les magasins ont à disposition le gel et voilà je respecte comme tout le monde respecte et franchement c'est top. Tous les magasins mettent à disposition du gel désinfectant, on porte tous les masques et le mall n'est pas trop rempli, tout le monde respecte les distances de sécurité. Donc je pense qu'après 3 mois de confinement, c'est totalement sécuritaire de venir au mall et de revenir faire un peu de shopping. Très loin de considérer le port du masque, l'application des gels et le respect de la distanciation sociale comme une contrainte, les acheteurs et le personnel des magasins ont désormais bien incorporé ces nouveaux gestes en société. On fait assurément aujourd'hui ses courses autrement. Fini la mauvaise habitude de toucher à tout. Il faut savoir se décider plus vite. Il faut aussi accepter l'idée que dorénavant les essayages en cabine sont prohibés.
Bon shopping, restez élégants, mais surtout, gardez vos distances. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.